En janvier 1995, la Maine et les Basses-Vallées angevines connaissent une crue historique, la plus importante du XXe siècle sur ce territoire. Nous sommes aujourd'hui devant le centre des congrès parce qu'il y a un an, nous commémorions le 30e anniversaire de la crue de 1995 à travers un événement grand public intitulé « Au-delà des crues, récit de 1995 et d'aujourd'hui ». Nous revenons donner la parole à 3 acteurs impliqués dans cet événement. On a tendance à percevoir les Basses-Vallées angevines comme un territoire en soi, sauf qu'elles sont l'exutoire de 4 sous-bassins versants qui vont recueillir l'eau de Loudon, de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir, c'est-à-dire une partie de la Basse-Normandie, des Alpes-Mancelles, ce qui va pouvoir pleuvoir dans une partie des collines normandes, voire du Perche. Le Perche, on est à moins de 200 km de Paris. Une partie de ces eaux va venir s'écouler dans le Loir et la Sarthe et dans un exutoire qui se trouve être les Basses-Vallées angevines. 4 cours d'eau qui vont devoir passer par un goulot qui se trouve être la Maine, moins de 11 km, moins de 100 mètres de large et qui finit dans le fleuve qui a sa propre dynamique. La plupart des crues moyennes qui vont toucher Angers et son amont, ce sont des crues de Maine, donc des crues qui sont issues des pluies océaniques qui vont gorger les bassins de Loudon, de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir. Donc c'est le premier scénario, des crues qui viennent du nord et qui descendent dans la Maine. Et le deuxième, la Loire étant à plus ou moins 1 mètre de l'exutoire de l'île Saint-Aubin, la confluence, à 1 mètre de haut. Il suffit que la Loire monte d'1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, et eh bien, son niveau devient quasi identique, voire supérieur, aux eaux de l'île Saint-Aubin. Dès lors que la Loire monte en crue et dépasse un certain niveau, elle annule la pente qui était censée amener l'eau de ces 4 bassins versants vers la Loire et vers l'océan. Ce qui est important à comprendre pour anticiper les eaux, notamment qui viennent du bassin de la Maine, c'est l'horloge des crues. Une grande partie des eaux viennent de l'océan, des pluies océaniques. Et donc, lorsqu'on analyse les 4 bassins versants, on se rend compte que ceux qui se remplissent en premier sont ceux qui sont plein ouest, de Loudon et de la Mayenne. Et donc, les Basses-Vallées angevines sont censées pouvoir accueillir cette masse d'eau, d'abord de Loudon et de la Mayenne. Et théoriquement, par la suite, les eaux vont remplir le bassin de la Sarthe et du Loir. Si l'horloge est respectée, s'il y a un delta entre les différentes crues, les BVA sont censés pouvoir successivement absorber cette eau. Si les crues sont trop importantes et que les bassins sont engorgés, forcément, elle peut arriver à saturation. Beaucoup de personnes considèrent que les Basses-Vallées angevines sont avant tout un espace récréatif, un poumon vert angevin, et pourraient très vite oublier que ce poumon vert est avant tout une zone d'expansion de crue qui les protège au quotidien. Donc il ne faut surtout pas oublier que ces espaces ont vocation à être toujours perméables, végétalisés, sous forme d'espaces forestiers, agricoles, bocagers. Mais oui, la grande erreur qui n'a jamais été faite et que j'espère qu'il ne sera jamais faite, c'est de l'urbaniser et de l'imperméabiliser. Jusque-là, les politiques angevines ont associé tourisme, agriculture et culture du risque de manière plutôt intelligente. Donc, au niveau du service prévention des risques, les principales missions sont la sécurité incendie dans les établissements recevant du public, les immeubles dangereux et insalubres, et également la gestion de crise. Donc, ça concerne en particulier la réalisation et l'animation d'un plan communal de sauvegarde pour mettre à l'abri la population. Donc, il y a 11 agents, des techniciens, des ingénieurs, un service administratif qui m'accompagne pour mener à bien ces missions. En fait, en 1995, il n'y avait pas les outils de prévision qu'on peut avoir aujourd'hui, il n'y avait pas Vigicru. Donc en 1995, les collègues découvraient au jour le jour l'évolution de la situation en fonction des relevés empiriques qui étaient faits dans la rue, en fonction des prévisions météorologiques sur 48 heures, savoir s'il allait faire plus froid, s'il allait pleuvoir.
On pouvait anticiper ou pas une montée de la Maine, mais on ne pouvait pas avoir des prévisions sur plus de 72 heures. Donc en gros, c'était une gestion de crise empirique, une gestion de crise qui était avant tout basée sur l'expérience des agents et sur l'expérience des élus de l'époque. C'était les collègues de la voirie, c'était les jardiniers, c'était tout le monde mettait la main à la pâte pour essayer de pallier aux difficultés rencontrées lors d'une crise. Alors à Angers, on a la Maine. La Maine est montée par le passé. Avant 1995, on a eu des cris de Loire en 1982. Donc déjà, les services s'organisaient en interne, chacun de leur côté. Mais il n'y avait pas de coordination. Vous savez, il y a deux événements assez majeurs qui se sont passés dans l'Est de la France. Ça a été 1987, le nuage toxique à Nantes. Et la ville de Nantes, justement, suite à cette crise, s'est mobilisée et a lancé la rédaction de son plan communal de sauvegarde et a organisé ses services autrement. 95, ça a été le cas pour Angers, en fait. C'est vraiment l'événement emblématique qui a fait que les élus et les services se sont organisés, parce que 95, encore aujourd'hui, en 2025, ça reste présent dans les mémoires. Donc c'est plus facile pour des territoires qui ont connu une grosse crise, comme Nantes, comme Angers, de s'organiser pour prévoir les futures crises. Ce service prévention des risques doit rédiger et animer, comme je te le disais, un plan communal de sauvegarde. Dans ce plan communal de sauvegarde, fort des outils de prévision, encore une fois, que nous donne Vigicru, etc., le maire doit venir en aide à sa population, et en particulier la population vulnérable et sinistrée. Donc on peut mettre à disposition en effet du matériel, des parpaings, des bastings, pour assurer le cheminement en zone inondable par exemple, mais on doit ouvrir aussi des gymnases pour mettre à l'abri la population en cas de problème. Si un immeuble qui est sans eau, sans électricité, on reçoit les gens et on les héberge et on les ravitaille dans des gymnases. Ça peut être la mobilisation également de la réserve communale de sécurité civile. Donc ce sont des angevins qui ont décidé d'intégrer cette réserve pour venir en aide justement à la population vulnérable et sinistrée qui pourrait être évacuée lors d'un épisode de crise grave et sévère, comme une inondation, comme un ouragan, comme un plan grand froid ou autre. En fait, nous, on est chargé de véhiculer justement l'acculturation de la population à risque majeur. Donc bien évidemment qu'on travaille avec le syndicat mixte des Basses-Vallées Angevines et de la Rhôme, bien évidemment qu'on travaille avec l'établissement public Loire et tous les partenaires pour justement inculquer auprès de la population tout ce qui est gestion de crise et tutti quanti. Pour un exemple, on a installé des repères de crues par exemple sur les rivières, on fait des sorties à vélo pour découvrir les eaux inondables, on intervient dans les écoles pour expliquer aux enfants qu'est-ce qu'un risque majeur, comment s'organise la ville au niveau de la gestion de crise, etc. Donc vraiment, les outils de prévention et l'information et la communication auprès de la population, c'est primordial. Donc c'est super important à travers des événements comme ce qui s'est passé au Palais des Congrès en février 2025. Ça fait partie justement de la sensibilisation et de la dynamique de groupe. Faire travailler les gens ensemble parce que tisser un réseau de confiance, ça n'a pas de prix. Lorsque arrive une crise, on se connaît tous. Alors, le Bouclier Bleu France est une association loi 1901 qui a été créée en 2001 sur le territoire français, qui a comme leitmotiv de promouvoir la protection du patrimoine en cas de sinistre. Et c'est donc une émanation d'une structure beaucoup plus importante qui existe au niveau mondial, qui s'appelle le Blue Shield International. Et qui a été créé beaucoup plus anciennement et qui était vraiment spécialisé dans la protection du patrimoine culturel en cas de guerre. Alors, on travaille sur tous les types de risques, parce que dans les établissements culturels, il peut y avoir de tout. Mais particulièrement à Angers, par exemple, on est assez sensibilisé sur la question inondation, du fait de la proximité de la Loire et de la Maine. Qu'on encourage les adhérents, et pas que d'ailleurs, mais déjà les adhérents, à écrire ce qu'on appelle des plans de sauvegarde des biens culturels, qui sont des documents un peu primordiaux pour déjà évaluer les risques de son établissement, ça c'est la première chose, et ensuite prioriser les collections qui seraient à évacuer en premier s'il y avait un sinistre. On peut donner à la fois du conseil téléphonique pour savoir comment prioriser les choses en cas de graves sinistres sur un lieu culturel,
Et on peut aussi déclencher, si c'est jugé nécessaire, le dépêchage de personnes sur place. Donc ça permet d'avoir un renfort en fait au moment où on en a le plus besoin, de personnes qui savent prendre en charge vraiment les collections sinistrées. Moi, j'étais pas là en 95, mais une ancienne conservatrice qui est partie maintenant à la retraite m'en avait parlé. Elle était responsable du musée Jean Lurçat, et effectivement, l'eau est arrivée jusqu'au pied des marches. Et voilà, on n'a pas été jusqu'à évacuer les tapisseries parce que l'eau s'est arrêtée là, mais n'empêche que depuis ce jour-là, on a quand même bien conscience de ce risque sur ce musée, et on prévoit dans ces plans de sauvegarde des mesures en fonction de ce risque-là en particulier. Dans le cadre de la journée de la commémoration, on était au centre des congrès, et en fait, on a eu beaucoup de visiteurs qui avaient connu la crue et qui avaient connu des dégâts matériels sur leur maison. Et en fait, on avait choisi de tourner notre présentation, nous, en tant qu'association, sur plutôt le patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine familial. En fait, voilà, on a tous des photos plus ou moins anciennes chez nous, on a des dessins, des tableaux, enfin chacun un petit peu quand même son petit patrimoine à lui, voilà. Et il nous est d'autant plus cher quand c'est du patrimoine personnel et que c'est des choses qu'on ne peut pas remplacer. Et donc on avait montré comment une inondation peut toucher des biens de ce type-là. Et on avait montré comment en fait essayer de sauver en fait ces objets-là. Donc on avait mis en scène des photos, on a montré des techniques de séchage en fait de photos. Pour nous, les techniques de séchage, elles sont très importantes parce que les moisissures se développent très vite en fait sur des objets qui sont non séchés dans les 24 à 48 heures. Nous, on le sait parce qu'on est formé à ça sur comment on sauve des objets sinistrés. Et on a trouvé ça intéressant, voilà, de montrer des techniques de séchage, de sauvetage dans les premières heures de photos familiales, par exemple. Voilà. Donc on avait tourné les choses comme ça. Alors il y avait des gens qui ont été très intéressés, qui nous ont raconté qu'ils avaient perdu justement des papiers, des photos. Et d'autres qui étaient moins intéressés parce qu'ils se sont dit « Oh là là, le bouclier bleu, c'est pour les musées, etc. » Sauf que non, là, on a essayé de montrer que le patrimoine familial, il est important pour tout le monde, comme le patrimoine culturel au même titre, en fait. Organiser un événement comme celui-ci sert à garder en mémoire les inondations passées, à sensibiliser les populations, à acculturer les élus et finalement à se préparer ensemble à faire face aux inondations futures.